Et bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour Stéphanie. Bonjour Émilie, bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Oh, on est vraiment super content de vous retrouver pour ce nouveau Zap Info sur le développement personnel. Donc juste pour vous rappeler rapidement le principe, on aura cet après-midi 5 thérapeutes avec 5 pratiques cinq pratiques différentes qui pendant une demi-heure vont nous parler de leurs pratiques. Donc le but c'est qu'elles vous présentent leurs pratiques et surtout ensuite elles sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on est là pour vous parler de ces pratiques qui nous passionnent, dont on entend parler et qu'on ne sait pas toujours vraiment identifier, on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Et c'est notamment le principe de ce premier sujet avec Mathilde qui va donc nous parler de fasciathérapie. Coucou Mathilde. Alors, coucou, merci aux filles d'avoir organisé ce bel événement. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler un peu de fasciathérapie. Ingrid, tu voulais dire un mot avant ça ou... Bon non, moi je voulais juste te présenter un petit peu quand même rapidement, dire que tu es donc une thérapeute holistique. Et là, bah, du coup, je vais tout de suite te passer la main pour que tu nous expliques un petit peu ce que c'est une thérapeute holistique, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes pratiques. D'accord. Bon, en effet, je m'appelle Mathilde Pillon. Alors, je travaille dans l'Ouest lyonnais, pardon, vers Charbonnières. Thérapeute holistique, je ne sais pas s'il y a une seule définition, parce que Stéphanie, c'est également aussi ce que tu fais. Il me semble que c'est plutôt une approche holistique, et dans ce sens-là, qui voudrait dire qu'on prend en charge, ou en tout cas, on prend en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire en tant qu'être, avec un lien qu'on pourrait dire corps-esprit, comme on le voit souvent. J'ajouterais même le cœur entre les deux. Donc c'est vraiment cette approche-là de l'être dans sa globalité qui a ce corps, ce cœur, cet esprit avec des liens entre tout. Et dans cette approche-là, j'utilise en fait avec les personnes qui viennent me voir différents outils. Alors pour dire en deux mots, j'utilise un petit appareil de luminothérapie, donc qui travaille par la lumière, LED et laser pour travailler sur des choses assez locales, par exemple des blessures ou stimuler la détox, la cicatrisation, etc. J'ai aussi un appareil qui s'appelle le Pura Detox qui va travailler aussi au niveau cellulaire. C'est un bain de pied bioélectrolytique. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'il y a pas mal à dire avec la fasciathérapie. Et j'anime aussi à côté des ateliers de méditation. Donc, c'est les trois autres outils que je peux utiliser à côté de la fasciathérapie que j'aimerais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Voilà. Alors, la fasciathérapie, il me semble qu'avant de la présenter, je vais peut-être dire un mot ou deux sur les fascias, parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui entendent le mot fasciathérapie souvent pensent à une thérapie du visage, de la face, ce qui n'est pas bête en soi, mais qui en fait n'est pas exactement ça, du fait que fascia, vous avez pu voir que ça s'écrit avec SC, et en fait le mot en latin renvoie plutôt à une bandelette, des membranes. Alors, qu'est-ce que sont les fascias? Le fascia ou les fascias, en fait, ce sont vraiment des membranes, des gaines, des feuillets, on pourrait dire, qui sont blanchâtres, presque translucides, à la fois solides et très résistants, et en même temps avec de l'élasticité. Alors, pour vous donner vraiment une image un peu plus concrète, si vous avez déjà préparé du blanc de poulet, très souvent, quand on trie un blanc de poulet, on a une petite membrane justement translucide qui est extrêmement résistante, qu'on a parfois du mal à enlever et qui se prolonge dans le muscle du blanc de poulet, par les tendons dans le muscle. C'est ça un fascia. Les animaux en ont, nous en avons. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces membranes, elles sont partout dans notre corps. C'est vraiment tout un réseau continu en 3 dimensions, comme pourrait l'être une toile d'araignée, si vous voulez, avec des fibres qui partent dans toutes les directions et qui vont de la tête aux pieds, de la surface de la peau jusqu'à la profondeur de notre corps, profondeur des os, de la cellule. Et ces membranes, non seulement elles forment un réseau, mais si vous voulez, elles sont garantes de notre architecture. C'est elles qui nous construisent, qui font que nos organes, nos muscles ont une certaine forme, qu'il y a une intégrité physique, vraiment un tout. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce réseau de fibres, alors c'est des fibres, et il y a aussi un aspect liquidien, parce que les fascias sont à 60% composés d'eau, de liquide. Donc tout ce réseau fibrillaire, il interpénètre les os, les organes, les muscles,
Il les entoure. On parle par exemple du périoste qui entoure les os, hein, qui est connu. On parle pour le cœur du péricarde, pour les poumons des plèvres, au niveau des viscères abdominaux du péritoine. Donc il y a des fascias qu'on connaît au niveau des noms un peu plus que d'autres. Mais vraiment, voilà, ce sont des membranes qui entourent ces organes, qui entourent les muscles, qui entourent les os, qui les relient les uns aux autres, qui forment cette architecture, mais aussi qui les pénètrent à l'intérieur. Il y a vraiment une continuité entre intérieur et extérieur et un lien entre tous ces systèmes-là, donc organes, muscles, les os, système vasculaire aussi. Les fascias sont les gaines également qui entourent nos artères, nos vaisseaux, nos petits capillaires, les veines, le système nerveux, même chose. Et donc, il y a vraiment une continuité, une connectivité entre ces différentes structures du corps qu'on a l'habitude de voir en anatomie, et puis dans le fonctionnement de tous ces grands systèmes. Alors, il y a vraiment un reportage qui est super là-dessus, qui a été fait par Arte il y a 3 ans, il me semble, je crois que c'était début 2018, qui s'appelle « Les alliés cachés de notre organisme », les fascias. Et si vous voulez vous rendre compte de comment c'est structuré dans le corps, il y a des images au microscope qui sont formidables. Et puis, il y a plusieurs experts de la recherche sur les fascias qui sont interviewés, qui vous expliqueront, vous montreront vraiment comment c'est pour se le représenter. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a toujours su qu'il y avait des fascias dans le corps, mais que la médecine ne savaient pas exactement à quoi ça servait. Donc pendant des années, ils ont été enlevés, si vous voulez, des planches anatomiques, parce qu'on ne savait pas exactement quelles étaient là où les fonctions de ces membranes, et on pensait que ça n'avait pas vraiment d'importance. Et donc, toute notre vision de l'anatomie ou même de notre squelette, de comment on tient debout, est un petit peu faussée du fait qu'on a omis la présence et l'omniprésence de ces membranes dans notre corps, dans notre être, parce qu'il y a un lien, je vous l'ai dit, avec le système nerveux. Donc, il y a un lien aussi avec notre tout ce qui va être proprioception, c'est-à-dire comment on se repère dans l'espace, la conscience de la position de nos parties du corps dans l'espace. Il y a un lien avec ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire toute l'activité de notre physiologie interne, au niveau par exemple digestif ou autre. Il y a un lien étroit aussi avec les processus de nociception, donc c'est tout ce qui est en lien avec les agressions et les phénomènes de douleur que notre corps va mettre en place pour nous informer qu'il y a une agression quelque part qui est en train de se produire. Et au-delà de ces termes un petit peu plus techniques, c'est vraiment un organe, le fascia, donc, qui nous met en lien avec toutes nos perceptions corporelles et la conscience de soi, donc la conscience d'exister. C'est un organe, un tissu et un système, c'est vraiment les 3 choses en même temps, qui est sensible. Voilà. Donc ça, c'était important, il me semble, de pouvoir faire une petite introduction là-dessus. Le deuxième point que je voulais souligner par rapport à ces aspects des fascias, donc pour résumer, en fait, ils sont garants de notre architecture, c'est ça qui fait la forme de notre corps, qui fait qu'on est un tout, un ensemble intégré avec une cohérence. On a parlé de l'idée de connectivité, en fait, qui permet aux différents systèmes d'interagir ensemble en bonne intelligence. Il y a un aspect de contractilité, c'est-à-dire que les fascias, je vous disais, ce sont des membranes qui sont plus ou moins fines, plus ou moins élastiques, épaisses en fonction des endroits du corps dans lesquels elles se situent. Et déjà, une des fonctions des fascias, ça va être de pouvoir absorber les chocs, les contraintes, puisque nous sommes des êtres vivants, et en tant qu'êtres vivants, on bouge, on se meut sans arrêt. Et quand on est même statique, en position assise ou debout, il y a certaines contraintes qui s'opèrent, ne serait-ce que par le poids de notre organisme, sur des parties du corps, sur des os, sur des muscles. Et ça va être vraiment ce réseau global que forment les fascias avec les os, avec les muscles, avec les organes, avec tout ce que j'ai mentionné avant, qui va permettre d'absorber les contraintes et de les répartir. Donc ça, c'est important parce que des fois, les personnes me disent « mais finalement, les fascias ou la fasciathérapie, ça sert à quoi ?»
ça permet aussi de comprendre que quand il y a un choc important, un choc physique, quand il y a des gestes répétés avec des mouvements de compression répétés, comme pour les sportifs de haut niveau, mais comme pour les personnes qui travaillent avec leur corps, par exemple dans le bâtiment ou autre, ou même pour nous au quotidien, de par des postures répétées qu'on a et qui ne sont pas vraiment physiologiques, il peut y avoir, au moment de la contraction de ces structures faciales et de l'absorption du choc, il peut y avoir à un moment donné des crispations. C'est-à-dire que le fascia va absorber le choc, puis il ne va plus arriver à se relâcher. Et ces crispations-là, si vous avez une représentation de cette toile d'araignée en 3D, vous voyez que si ça se crispe, ça va peut-être contracter ou vous donner une sensation de contraction au niveau d'un muscle. Ça peut être resserrer, étouffer des nerfs, des vaisseaux, et donc provoquer des fois les personnes me parlent de sensations d'oppression au niveau de la poitrine ou de palpitations. Voilà, donc il y a une importance de la bonne vitalité de ces fascias, du fait qu'ils gardent leur souplesse, leur élasticité, parce qu'en fonction de ce qu'on vit au quotidien, il peut y avoir ces crispations, ces densifications qui sont réversibles, hein, mais qui vont avoir des impacts sur notre bien-être, sur notre psyché, sur nos fonctionnements physiologiques globaux. Donc ça, c'est un exemple que je voulais citer. Et puis à l'inverse, là je parlais de choc, mais c'est vrai que la majorité des personnes, et encore plus dans ces périodes de confinement, couvre-feu, passent beaucoup de temps assises, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en visio, télétravail, conférence comme on fait ici, prendre la voiture pour aller faire les courses parce qu'on a moins de temps peut-être pour y aller à pied. Donc en tout cas, il y a ce phénomène de sédentarité qu'on connaît bien dans nos sociétés occidentales. Et la sédentarité, c'est intéressant de pouvoir le mentionner. On a dans le fait de rester immobile une réaction aussi de nos fascias qui vont avoir tendance à produire plus de fibres, de collagène pour le nommer parce que beaucoup de personnes le connaissent. Hein, c'est ce qui nous aide à cicatriser notamment. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ces fascias peuvent avoir tendance à se densifier s'il n'y a pas assez d'activité. Donc on a, si vous voulez, des effets, des répercussions quand il y a trop d'activité ou des chocs ou des chocs répétés. Mais l'inverse aussi, quand il n'y a pas assez d'activité, pas assez de mouvement, qu'on ne les sollicite pas, et bien petit à petit, il va y avoir un épaississement, une densification et donc une perte d'élasticité et de capacité de glissement de ces structures. Et là, typiquement, c'est les problèmes de lombalgie dont on peut parler ou entendre parler ou vivre en soi, pour lesquels les examens qu'on fait traditionnellement, IRM, scanner, ne décèlent rien de particulier. Et là, je vous renvoie à nouveau au reportage d'Arte parce qu'ils en parlent dedans. Ces problèmes de lombalgie, quand on fait une échographie, on se rend compte qu'il y a un épaississement de ces structures faciales et qu'il y a des plans de glissement entre ces structures, comme si c'était les différentes couches de la peau, qui n'arrivent plus à se faire correctement. Alors là, lombalgie, c'est le cas dans le bas du dos, mais ça peut être ailleurs dans le corps. Et autre chose, quand on parle de choc ou d'arrêt du mouvement, on peut aussi penser à tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc tout à l'heure, je vous disais que les fascias, ils sont vraiment en lien avec notre système nerveux, de par le fait qu'ils sont extrêmement innervés, qu'il y a des terminaisons nerveuses, mais que aussi toutes les gaines des nerfs sont des fascias, donc il y a vraiment une imbrication, il y a un lien très fort entre les deux. Et on parle souvent de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire quand on est dans un état de stress psychique ou qu'on a des chocs émotionnels, des émotions compliquées à vivre, il y a donc un tonus psychique particulier qui va être là et qui va directement impacter le tonus physique et notamment le tonus des fascias. Donc ça, c'est pour dire en résumé que par exemple, vous avez un stress important de manière répétée, comme on avait sur les chocs physiques tout à l'heure, de manière répétée, qui va devenir chronique. Et bien ce stress, il n'est pas seulement au niveau de la psyché de la personne, il se retrouve aussi dans la matière, il se retrouve dans ses fascias, et donc même chose, ça va être des fascias qui vont être crispés, qui vont avoir tendance à s'épaissir, à se densifier, à perdre en mobilité, à emprisonner certaines parties du corps, à limiter certaines fonctions physiologiques,
par exemple une moins bonne digestion, un moins bon sommeil, donc vraiment avoir des répercussions sur la qualité de vie de la personne. Et à ce titre-là, la fasciathérapie, en fait, c'est une thérapie aussi somato-psychique. Il y a d'ailleurs tout un courant de la fasciathérapie, donc thérapie manuelle des fascias, qui s'enrichit aussi de thérapie gestuelle, de méditation, d'entretiens verbaux, qui a été nommée la SPP, somato-psychopédagogie, vraiment pour mettre en lien que cette approche de travail sur les fascias est une approche pas seulement psychocorporelle, mais vraiment somato, c'est-à-dire le corps, psychique. Voilà, on passe par le corps pour aller aussi libérer tout ce qui est emprisonné à ce niveau-là, au niveau physique, et par là pouvoir eh bien, alléger ce qui peut être coincé pour la personne au niveau psycho-émotionnel. Donc ça, c'était pour faire vraiment une présentation déjà des fascias. Je ne vous ai pas dit parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais on voit ce reportage qui est disponible. Alors, il doit être en replay sur Arte ou sinon sur YouTube, on arrive quand même à le trouver. On mettra le lien, ouais, on mettra le lien. Voilà. Et peut-être que je vais vous dire un mot maintenant de la fasciathérapie. Alors, les thérapies des fascias, du coup, comme la recherche avance énormément depuis une dizaine d'années, et encore plus depuis 2015 sur les fascias, il y a beaucoup de pratiques qui existent, qui travaillent sur les fascias, qui pourraient s'appeler fasciathérapie, avec des touchés plus ou moins appuyés, avec des instruments. Il y a des kinés qui travaillent par exemple les fascias avec des crochets, etc. Moi, la technique que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une technique qui a été mise au point par Dany Bois. Alors, ça s'écrit Dany, D-A-N-I-S, Bois, B-O-I-S. Dany Bois qui a mis au point cette approche dans les années 80 et qui continue d'évoluer depuis. Dany qui était kiné-ostéopathe aussi et qui a pu à un moment donné dans sa pratique mettre à jour un autre mouvement que celui que les ostéopathes travaillent. On parle souvent du MRP, mouvement respiratoire primaire. Il a mis à jour un autre mouvement interne du corps, beaucoup plus lent. Un mouvement qui fait 15 secondes aller, 15 secondes retour, c'est-à-dire comme 2 respirations par minute. Ce mouvement, il va dans les 3 directions, c'est-à-dire avant-arrière, au bas, gauche-droite, en latéral. C'est comme une respiration donc, dans ces 3 directions et 6 dimensions de la personne. On pourrait dire qu'il démarre au moment de la fécondation, au moment de la vie, et qu'il est vraiment porteur de cette force, de cette puissance de vie et de toutes ces capacités d'autorégulation que peut avoir une personne. Donc la fasciathérapie qu'a mis au point Dany Bois, moi je vais vous évoquer vraiment la partie manuelle parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais c'est une approche qui est douce au niveau des touchés. On est dans un toucher qui est non manipulatif, donc il n'y a pas de craquage, on n'appuie pas en force physique sur le corps ou la personne. On a une approche vraiment globale, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette conscience d'une unité entre le corps et le psychisme. Et c'est une approche qui est centrée sur la personne, qui suit vraiment les courants humanistes, qui postulent que la personne a toutes les capacités et ses propres réponses en elle. Donc le but vraiment de cette approche-là, c'est de permettre à cette force interne, à ce mouvement interne dont je vous parlais juste avant, dans le corps, de pouvoir se remettre en mouvement quand on sent qu'il y a des zones où il a été plutôt immobilisé, des zones où on sent qu'il n'est pas complètement libre, qu'il est limité dans l'amplitude qu'il pourrait avoir. Voilà à peu près l'ébauche de cette approche-là. Et donc, cette approche de la fasciathérapie combine 2 types de touchés, mais qui sont simultanément. Un toucher qui est appelé symptomatique, c'est-à-dire un toucher presque technique, qui va aller écouter tout ce qui va être déséquilibre tissulaire, articulaire, crânien, viscéraux. Donc écouter les zones justement d'immobilité et travailler avec ce mouvement interne de la personne à pouvoir réharmoniser les structures faciales et puis l'ensemble des tissus, parce que vous avez compris que ça fait vraiment un tout. Et à ce toucher qu'on dit symptomatique, on ajoute un toucher qui est plus relationnel. Donc là, qui va être à l'écoute de la demande profonde du corps et de la personne. Et ce qui se passe en pratique, c'est qu'il y a vraiment comme un dialogue tissulaire, un dialogue silencieux
C'est-à-dire que la séance commence par un dialogue verbal avec la personne pour qu'elle puisse dire pourquoi elle est là, ses objectifs, ce qui la gêne, etc. Mais après, au moment vraiment de la pratique sur table, la personne donc s'allonge, elle peut rester habillée, on peut travailler tout à fait à travers les vêtements, hein, puisqu'on est sur un toucher très doux. On invite la personne à fermer les yeux, à se mettre vraiment avec ses ressentis, ses perceptions corporelles, parce qu'il y a une dimension pédagogique assez forte dans cette méthode-là. Et le praticien, lui aussi, se ferme les yeux, puis va se mettre à l'écoute de la personne et du corps, via le toucher, via les mains, via toute sa présence, toute l'attention, toute la disponibilité qu'il peut y mettre. Il y a aussi son propre corps, hein, le mouvement interne se retrouve dans l'un et dans l'autre, c'est un toucher touchant qu'on va utiliser. Et à partir de là, eh bien, il va faire des bilans et ce qu'on peut appeler traitements qui sont presque simultanés. Ça se fait comment? Ça se fait par déjà le fait de poser les mains, d'écouter ce qu'on a dans la matière, de repérer, comme je disais tout à l'heure, les zones d'immobilité qui, pour Danny Bois, le fondateur, sont des zones d'inconscience et d'insensibilité de la personne. Et à partir de là, on va capter ce mouvement, puis voir où il a envie d'aller, où il demande à être accompagné, de manière à ce que ce ne soit pas le praticien qui initie des corrections, mais vraiment ce mouvement et donc le corps qui nous dise là où il a besoin qu'on l'accompagne et comment lui peut s'auto-corriger. Et à partir de là, on va faire des étirements tissulaires extrêmement doux, avec des points d'appui qui vont justement être le support de ce dialogue tissulaire, ce dialogue silencieux entre le praticien et le corps de la personne, donc la personne. Et petit à petit, eh bien, on va pouvoir accompagner ce mouvement, cette force de vie interne, à libérer les zones où on sentait qu'il y avait de l'immobilité, donc à remettre en mouvement, du coup à libérer la vitalité qui était contenue, retenue dans ces blocages-là, à ramener aussi de la globalité, parce que quand vous avez une zone qui est mobile, ça veut dire qu'elle ne participe plus de l'ensemble du corps, qu'elle ne participe plus de l'ensemble de la personne. Et puis à équilibrer au niveau tonique, le tonus physique qu'on peut avoir dans différentes parties du corps et donc le tonus psychique. Donc voilà un petit peu pour faire un balayage, comment la fasciathérapie peut travailler sur à la fois le corps et la personne. Et puis, à la fin d'une séance, il y a toujours un bilan verbal, un échange verbal pour que la personne puisse mettre des mots sur son vécu, sur ses ressentis. Et éventuellement, en fonction de sa demande initiale, il y aura peut-être 2-3 rendez-vous si on est sur un problème aigu, ou des rendez-vous un peu plus réguliers sur un problème chronique ou un accompagnement dans le cas de pathologie lourde. Et puis également, il y a toute une dimension, je disais, pédagogique, donc une possibilité d'utiliser cet outil et les autres qui gravitent autour de la fasciathérapie dans une démarche qu'on pourrait qualifier de développement personnel. Passionnant. Ouais. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Mathilde. Mais je veux garder quelques minutes pour les questions. Bah oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il reste 7 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Stéphanie, est-ce que tu voulais poser une question? Oui, moi j'en ai deux en rayon. Mathilde, merci de l'explication parce que c'est vrai que ça fait, enfin je sais pas, moi j'ai toujours trouvé fasciathérapie, ça fait un peu magique, on sait pas trop, et là je trouve que ça a tout clarifié, donc ça c'est génial. Quand tu as parlé tout à l'heure des choses qui pouvaient amener à consulter, j'ai pensé au TMS, les troubles musculo-squelettiques. Dû à du geste répétitif et aussi parce qu'on est privé d'autonomie, ça et du coup qui allie les deux, le côté psychique et le côté vraiment physique. Est-ce que c'est des choses que tu es amené à accompagner? Oui, alors en fait, la fasciathérapie, vraiment, elle s'adresse à tout le monde. Je rebondis sur ta question pour le préciser, à n'importe quel âge. Tant en prévention qu'en accompagnement qu'on pourrait dire curatif, en complément d'autres accompagnements plus conventionnels, ou comme je disais tout à l'heure, soins de support, développement personnel, mais dans le cadre de troubles musculo-squelettiques, c'est vraiment une des premières choses qu'on travaille de toute façon en fasciathérapie, et d'ailleurs en formation, c'est les premières formations qu'on a sont sur le système musculo-squelettique,
avant d'être sur le viscéral, le crânien, etc. Donc oui, tout à fait, il y a pas mal de choses à faire. Après, à voir en fonction de la personne, qu'est-ce qui est là. Et il y a toujours ce double bilan, j'allais dire, qui peut être intéressant de ce que la personne peut mentionner, dont elle a conscience, et puis ce qu'on va sentir dans le corps et qui peut amener d'autres informations dont la personne n'a pas encore conscience, hein, qui peuvent être vraiment complémentaires. Après, dans le travail en lui-même, c'est assez riche parce que je ne sais pas si tu avais un exemple plus précis à me soumettre, mais sinon, si je prends l'exemple peut-être des problèmes de lombalgie dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors dans les douleurs de lombalgie, comme je disais tout à l'heure, quand c'est pas vraiment, j'allais dire, visible, qu'il n'y a rien au niveau lésionnel visible aux IRM, il y a souvent des tensions qui peuvent se retrouver, pas que dans le dos, mais dans les viscères abdominaux. Et dans tout ce qui est, par exemple, viscères abdominaux, eh ben, il y a parfois aussi des émotions qui se retrouvent, hein, de peur, d'inquiétude. Donc il peut y avoir dans l'histoire de vie de la personne des choses qui, à un moment donné, ont pu provoquer des crispations, des fixités en fait dans la matière, et qui petit à petit vont déboucher sur un phénomène douloureux. Donc, le travail du fasciathérapeute, il va être quelque part aussi d'investiguer avec la personne pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de vie, comment s'est construit le trouble ou éventuellement la pathologie, et puis dérouler cette pelote et ce fil. Et c'est vrai que c'est difficile de donner comment dire, une recette magique parce qu'il n'y en a pas, chaque soin est individuel d'une personne à l'autre, sachant complètement, y compris pour un symptôme qui paraît identique au départ, parce que chaque personne a vraiment son histoire de vie et puis elle a ses ressources à elle. Et il y a des personnes pour qui, bah, effectivement, la cause va être dans le ventre, pour d'autres, ça va être une conséquence ou un peu des deux. Et vraiment, l'idée de la fasciathérapie, c'est pour ça que c'est une approche centrée sur la personne. On déroule le fil, on accompagne aussi la personne à avoir cette compréhension, à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aura des prises de conscience qui vont émerger au moment du soin ou après. Et petit à petit, bah, d'améliorer les choses avec toujours cette conscience des crispations dans la matière et de tout le vécu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Voilà, qu'est-ce qu'il y a pu avoir Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Oui. mais... Si, et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur la suivante. Par rapport à l'information ou l'interprétation que tu vas faire par rapport aux zones, aux blocages, etc., là où tes mains te guident et te donnent de l'information. Donc après, tu vas quand même avoir, toi, une base de données en disant, bah, si tu travailles avec les méridiens ou c'est vraiment une approche organique, c'est par zone, par secteur, par fascia. Fonctionnel. Voilà, Fonctionnel. plutôt fonctionnel que juste organique. Alors moi, je ne connais pas bien les méridiens, même si j'apprécie beaucoup toutes les approches de la médecine chinoise. Hein. Ce matin, j'étais justement chez une amie qui fait de la coupe énergétique. Donc, donc voilà, j'ai tout à fait conscience de ça. Alors dans la fasciathérapie, on est plus sur une approche fonctionnelle. On reste vraiment dans la globalité quand on travaille sur une zone. C'est toujours en prenant conscience de la zone locale, mais de tout ce qui est à distance et des points d'accroche éventuellement de certaines fixités à distance. C'est pas parce qu'on a, par exemple, mal au cœur que ça va être juste dans cette zone-là. Des fois, vous pouvez avoir un point d'accroche dans le petit orteil. Donc, c'est vraiment d'avoir toujours cette vision d'ensemble, cette perception, on va dire, ouverte de la globalité de la personne et de la globalité du corps. Après, dans les informations, effectivement, nous, on a des informations vraiment d'ordre tissulaire. On a les informations que nous donne ce mouvement interne. Quelle est sa rythmicité, sa tonicité? Est-ce qu'il a une bonne amplitude? Est-ce qu'il est bloqué? Par exemple, quand on est sur des personnes stressées, il y a souvent une oppression au niveau thoracique. On sent que les tissus sont denses, sont comme noués, agglutinés les uns aux autres, qu'il n'y a plus de plan de glissement. Dans le même temps, on peut avoir peut-être, comment je pourrais dire, des informations qu'il y a dans ce mouvement, qu'il y a un mouvement qui est là, qui est présent, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la vitalité, la personne n'est pas complètement épuisée, mais qui est bloquée, qui n'arrive pas à ressurgir. Ou alors peut-être qu'il n'y a plus de mouvement, que c'est complètement immobile. Et là, il y a comme un état de choc qui a pu s'installer dans la matière suite à un événement traumatique, comme un décès, comme une séparation, comme la perte d'un emploi, qui est resté là dans la matière de manière inconsciente.
mais qui peut être là depuis des années. Et quand on va réveiller ce mouvement interne, petit à petit, on l'accompagne à travailler, c'est-à-dire que le fasciathérapeute, lui, il ne fait rien tout seul, il accompagne seulement ce mouvement interne, vraiment à pouvoir se redéployer. Les points d'appui vont l'aider à se concentrer, et les étirements, les voyages qu'on fait, à se redéployer dans la matière jusqu'à ce qu'il retrouve une amplitude, jusqu'à ce qu'il retrouve une capacité de bouger dans tous les sens. Et là, ça correspond vraiment, on sent dans la matière, de toute façon, des relâchements qui se font, comme des effondrements ou des dilutions. Et on sent que la matière, à nouveau, elle rebouge. Alors, je parle de matière, c'est tous les tissus du corps, en fait, au sens vraiment noble. On sent que ça rebouge à nouveau, qu'il y a de la vie qui se remet. Et puis, les effets du soin, ils se poursuivent sur plusieurs jours jusqu'à presque 3 semaines, après les tours qu'on peut avoir de pas mal de praticiens. Donc, c'est vraiment... Juste pour, il va falloir terminer, mesdames, parce qu'il est déjà 14h30. Juste une dernière petite question, Mathilde. Oui. Est-ce qu'en une séance, ça peut suffire pour résoudre certains problèmes, certaines pathologies, certaines tensions? Ça dépend de personne. Ça dépend. C'est vraiment une approche de la personne. Donc, moi, j'allais dire, en une séance, il y a déjà des bénéfices. Après, est-ce que ce sera suffisant? Ça dépend de chacun. Ça dépend de la relation qu'a la personne à son corps, dans quel état elle est quand elle arrive, de sa demande et puis de jusqu'où elle veut aller. Juste un exemple, par exemple, une personne qui vient me voir pour une douleur très localisée, si c'est une personne qui a l'habitude de travailler sur elle, qui communique bien avec son corps et puis qui a juste besoin, entre guillemets, d'un coup de main, c'est-à-dire des fois on a besoin de la main de l'autre pour nous aider à un endroit où on n'arrive pas à aller tout seul, c'est une aide ponctuelle et là oui, ça va permettre de repartir. On va redonner le mouvement, on va le faire ensemble et ça va permettre peut-être que ça reparte complètement et que la personne elle puisse continuer son cheminement. Les personnes qui viennent, et c'est souvent le cas, j'allais dire, ont souvent plusieurs troubles. Ça fait parfois des années qu'il y a des choses qu'elles essaient de gérer seules, autant sur le plan physique que sur le plan psychique, et surtout en ce moment. Et donc quand elles arrivent, il y a tout ça, il y a un peu la marmite qui est quasi pleine. Et donc là, une séance, non, ça ne va pas forcément suffire. Par contre, moi, je demande toujours aux personnes post-première séance, on fait un bilan, on fait un échange, je leur dis voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens, et vous, comment vous ressentez les choses. Et puis après, on décide. Est-ce qu'on fait un travail ensemble sur plusieurs séances? Souvent, je les renvoie aussi vers d'autres praticiens, parce que j'ai fait d'autres études aussi en micronutrition. Il y a vraiment une complémentarité juste là-dedans. Donc, il y a vraiment une approche qui va être très individuelle. Voilà. D'accord. C'était ultra intéressant. Ça donne envie aussi de regarder le reportage qui en traite. On mettra le lien, comme d'habitude, les références pour que tout le monde puisse continuer à découvrir, à avancer. En tout cas, un grand merci Mathilde pour tous ces éléments. J'ai l'impression qu'on a tout compris, tu vois. C'est super. Et puis après, de venir le vivre. Alors, simplement, si vous voudrez en savoir plus sur cette méthode-là, vous avez un livre qui est sorti en 2019. Je vous redonnerai le titre de Christian Coureau qui s'appelle Les fascias, le nouvel organe clé de votre santé. Et en fait, ce livre, il est vraiment bien dans le sens où il aborde à la fois l'aspect scientifique, mais avec des mots qui soient compréhensibles par le grand public, pour répondre aux questions des personnes qui veulent creuser un peu. Et puis, il balaye vraiment tous les aspects de la fasciathérapie et des fascias. Donc, je pour les personnes. Eh bien, merci beaucoup. Et puis juste pour terminer, du coup, le 11 mars, si ce sujet de la fasciathérapie vous a intéressé, les causeries organisent une soirée spéciale, un live spécial, gérer la douleur autrement. Donc, on va parler fascia, on va parler micronutrition, on va aborder ce sujet de la douleur qui est un sujet toujours passionnant et il y a tant à dire qu'une demi-heure n'est évidemment pas suffisant. Donc, on vous donne rendez-vous le 11 mars. Donc, Mathilde, tu seras là de nouveau pour continuer à nous parler de tout ça. C'est bien, super. Un grand merci Mathilde. Et on va faire rentrer Sigolette qui va prendre la suite. Merci Mathilde, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.